Je soupçonnais ma sœur Orlane de me droguer depuis des années. C'était une intuition sourde, une paranoïa que je gardais enfouie au plus profond de moi, de peur qu'on me traite encore de folle. Mais ce soir-là, au 40e anniversaire de mariage de nos parents, mes soupçons sont devenus une réalité terrifiante. Elle m'a tendu une coupe de champagne avec ce sourire venimeux que je connais trop bien, un sourire trop doux pour être honnête. J'ai fait semblant de boire. J'ai fait semblant de vaciller, de perdre le contrôle, jouant le rôle de la brebis galeuse qu'elle avait écrit pour moi. Et quand elle a ri, triomphante, en me traitant de « petite chose trop sensible », devant tout le gratin familial, elle ne savait pas une chose, j'avais échangé nos téléphones dans la confusion. Ce qui s'est affiché sur l'écran géant quelques minutes plus tard n'a pas seulement ruiné sa soirée. Ça a détruit sa vie. Voici comment j'ai servi ma vengeance, un plat qui se mange glacé. Avant de vous raconter comment j'ai fait tomber le masque de la fille parfaite, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde pour partager ce moment de justice. Allez-y, je vous attends. Le château de Montvillargennes se dressait devant moi, imposant et froid, malgré les lumières dorées qui inondaient sa façade de pierre. C'était un lieu magnifique, loué une fortune pour célébrer les noces d'émeraude de mes parents, Thibaut et Sibylle. Pour n'importe qui d'autre, ce décor aurait évoqué un conte de fées. Pour moi, Azalaï, c'était le décor d'un film d'horreur psychologique dont je connaissais déjà le scénario. Je suis resté un moment dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, observant le ballet des invités. Les Porsche et les Mercedes s'alignaient sur le gravier crissant, déversant des oncles en costume sombre et des tantes en robes scintillantes. Je pouvais presque sentir l'odeur de l'hypocrisie d'ici. J'ai pris une profonde inspiration, lissant nerveusement le tissu de ma robe bleu pâle. C'était une pièce vintage, trouvée dans une petite boutique du Marais, d'une coupe impeccable et d'une soie lourde qui tombait parfaitement. Mais je savais déjà ce qu'on en dirait. Ça fait friperie, dirait ma mère. Ça fait pauvre, penserait mon père. En tant que restauratrice de livres anciens, je passe mes journées dans le silence apaisant de mon atelier, entouré de poussière d'or et d'odeurs de vieux papier. J'ai développé une patience infinie, surtout, un sens de l'observation aiguisé. Je vois les fissures invisibles à l'œil nu, je sens l'odeur de la moisissure avant qu'elle ne tache la page. Et ce soir, l'odeur qui émanait de ce château n'était pas celle des lys blancs qui ornaient l'entrée. C'était l'odeur rance du mensonge. J'ai fini par sortir, serrant ma petite pochette contre mon flanc comme un bouclier dérisoire. À peine avais-je franchi les grandes portes en chêne que l'atmosphère m'a saisi à la gorge. Le parfum lourd, capiteux, un mélange de Chanel numéro 5 et de lac pour cheveux, flottait dans l'air, essayant de masquer une odeur plus subtile, celle de la cigarette froide. Ma mère. Elle devait fumer en cachette dans les toilettes du personnel, stressée à l'idée que le moindre détail de cette soirée ne soit pas instagrammable. Ah, Azalaï. Tu es là. La voix était tranchante, sans une once de chaleur. C'était Sibylle, ma mère. Elle s'est approchée de moi, non pas pour m'embrasser, mais pour tirer sur une mèche de mes cheveux qui s'était échappée de mon chignon. Tu aurais pu faire un effort, ma chérie, a-t-elle soupiré, son regard scannant ma tenue avec une désapprobation palpable. Cette robe, on dirait que tu sors d'une bibliothèque poussiéreuse. C'est les 40 ans de mariage de tes parents, pas une vente de charité. Je n'ai pas répondu. J'ai appris depuis longtemps que le silence est la seule armure qui ne s'use pas. Regarde ta sœur, a continué ma mère, en pivotant vers le centre de la salle. Elle est éblouissante. Et elle l'était. Orlane, ma sœur aînée de 3 ans, trônait au milieu d'un cercle d'admirateurs. Elle portait une robe en soie rouge sang, fendue jusqu'à la cuisse, une création haute couture qui devait coûter plus cher que tout le matériel de mon atelier. Le rouge. La couleur de la passion, du pouvoir et du danger. Elle riait, la tête renversée en arrière, une coupe de champagne à la main, captivant l'auditoire avec une anecdote probablement exagérée sur son dernier succès en tant que directrice des relations publiques. Elle était le soleil autour duquel ma famille gravitait, et j'étais la petite lune grise et terne, condamnée à rester dans l'ombre. Soudain, comme si elle avait senti mon regard, Orlane s'est arrêtée de rire. Elle a tourné la tête vers moi.
Nos regards se sont croisés à travers la salle bondée. Ses yeux n'avaient rien de chaleureux. Ils étaient froids, calculateurs, brillants d'une lueur que je ne connaissais que trop bien. Elle a levé sa coupe dans ma direction, un geste qui ressemblait moins à un salut qu'à un défi. Ses lèvres rouges ont formé un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « J'ai une surprise pour toi ce soir, petite sœur, semblait-elle dire. Un frisson glacé a couru le long de mon échine. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'instinct. Ce soir, le prédateur avait faim, et j'étais, comme toujours, la proie désignée. Mais ce que le prédateur ignorait, c'est que la proie avait appris à mordre. Une hôtesse à l'allure impeccable, tenant une liste dorée, m'a guidée vers ma place. Je la suivais, le cœur battant déjà un rythme irrégulier. Je savais à quoi m'attendre, c'était le même jeu cruel qui se répétait à chaque Noël, à chaque Pâques, à chaque anniversaire. « Voici votre place, mademoiselle », a-t-elle dit avec un sourire poli, ignorant probablement la cruauté de la géographie sociale qu'elle venait d'imposer. La table numéro 15. Elle était située tout au fond de la salle de bal, coincée entre la porte battante des cuisines et l'entrée des toilettes. Chaque fois qu'un serveur passait avec un plateau chargé, je sentais le courant d'air. Chaque fois que quelqu'un allait se soulager, je voyais le mouvement de la porte. Mais le pire n'était pas l'emplacement physique, c'était la compagnie. J'étais assise avec une cousine éloignée que personne ne connaissait vraiment, 2 adolescents renfrognés scotchés à leur téléphone, et le cousin Amaury. Amaury. Le sycophante par excellence. Un homme de 35 ans sans ambition propre, qui passait sa vie à flatter Orlane dans l'espoir qu'elle lui décroche un poste prestigieux qu'il ne méritait pas. Tiens, voilà la bibliothécaire, a lancé Amaury en me voyant m'asseoir, sa voix pâteuse déjà chargée de vin rouge. Alors Azalaï, comment vont tes vieux bouquins moisis? Toujours pas en faillite? Si jamais tu as besoin de manger, je suis sûre qu'Orlane peut te trouver un poste pour passer le balai dans ses bureaux. C'est chic, tu sais. J'ai déplié ma serviette avec une lenteur calculée, lissant le tissu blanc sur mes genoux pour cacher le tremblement de mes mains. Je suis restauratrice d'art, Amaury, pas bibliothécaire, ai-je rectifié doucement, sans le regarder. Et mes affaires vont très bien, merci. C'est ça, a-t-il ricané en se tournant vers les ados qui n'écoutaient même pas, elle colle des pages avec du scotch et elle appelle ça de l'art. Je n'ai pas relevé. À quoi bon? Il ne savait rien. Il ne savait pas que je venais de signer un contrat exclusif avec la Bibliothèque nationale pour restaurer un manuscrit du XVe siècle. Il ne savait pas que mes mains, qu'il jugeait inutiles, étaient assurées pour une somme qui ferait tourner la tête d'Amaury. J'avais appris à cacher mes succès comme on cache des trésors de guerre. Dans cette famille, tout ce qui brillait était immédiatement confisqué par Orlane ou minimisé par mes parents. Un souvenir, vif comme une brûlure, m'a assailli. J'avais 12 ans. J'avais passé des semaines à peindre une aquarelle du jardin de notre maison pour l'anniversaire de mariage de mes parents. J'y avais mis toute mon âme. Juste avant de le leur offrir, Orlane, alors âgée de 15 ans, s'était approchée avec un verre de jus d'orange. Oups, avait-elle dit, sans aucune émotion, en renversant le liquide collant sur mon dessin. J'avais éclaté en sanglots, le cœur brisé. Quand mes parents sont arrivés, attirés par le bruit, ils n'ont pas vu le dessin ruiné. Ils ont vu Orlane, calme et posée, et moi, hurlant et pleurant. Azalaï, cesse de faire des scènes, avait grondé mon père. Elle est hystérique, avait soupiré Orlane en levant les yeux au ciel. Je lui ai juste dit que le dessin était un peu amateur, et elle a piqué une crise et a renversé son jus. Tu es trop sensible, Azalaï, avait conclu ma mère. Tu gâches toujours tout. Cette phrase. Tu es trop sensible. Elle m'avait poursuivi toute ma vie, comme une malédiction gravée sur mon front. Je suis revenue au présent, au tintement des couverts en argent et au rire forcé. J'ai regardé vers la table d'honneur, dressée sur une estrade au centre de la salle. Mes parents y trônaient comme un roi et une reine vieillissants. Et juste à leur droite, à la place d'honneur, il y avait Orlane. Elle rayonnait, captant la lumière des lustres en cristal. Elle se penchait vers mon père, lui murmurant quelque chose qui le faisait rire aux éclats, une main posée possessivement sur son bras. J'ai baissé les yeux sur mon assiette vide. La douleur de l'exclusion était une vieille amie,
mais ce soir, elle avait un goût différent. Ce soir, elle avait le goût de l'injustice finale. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. J'ai serré ma serviette sous la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Non, me suis-je dit. Pas ce soir. Je ne pleurerai pas. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Soudain, une chaise a raclé le parquet à côté de moi. Je me suis tendue, m'attendant à une nouvelle pique d'Amaury, mais une odeur familière de lavande et de vieux papier mentholé m'a enveloppée. Cette place est libre? De toute façon, je ne supporte pas les commérages de la table 4. C'était tante Bertille, la sœur cadette de ma mère. Dans la mythologie familiale, Bertille était la ratée, la vieille fille excentrique qui vivait avec ses chats et refusait de teindre ses cheveux gris. Pour moi, elle était la seule bouffée d'oxygène dans cet air vicié. Elle s'est assise avec fracas, posant son vieux sac à main en cuir usé sur la nappe immaculée, ignorant les regards scandalisés d'Amaury. « Ça va, ma petite chouette ?» a-t-elle demandé, sa voix rauque baissée pour que seuls nous puissions l'entendre. Comme d'habitude, tata. Je suis invisible, ai-je murmuré. Bertille a posé sa main sur la mienne. Sa peau était parcheminée, mais sa poigne était ferme et chaude. Elle a jeté un coup d'œil furtif vers la table d'honneur, ses yeux plissés derrière ses lunettes à monture épaisse. « Écoute-moi bien, Azalaï » a-t-elle chuchoté, son ton devenant soudainement sérieux, presque urgent. Il se passe quelque chose de louche. Orlane, elle mijote quelque chose de gros. J'ai froncé les sourcils. Quoi de plus que d'habitude? Elle a déjà monopolisé l'attention. Non, c'est plus grave. J'ai entendu ton père parler avec leur avocat tout à l'heure, près du vestiaire. Il parlait de mise sous tutelle. De procuration générale. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Le monde autour de moi a semblé ralentir. Quoi, ai-je soufflé? Orlane essaie de convaincre tes parents que tu es instable, Azalaï. Que tu es psychologiquement fragile, incapable de gérer tes finances ou ta vie. Elle veut les pousser à signer des papiers pour qu'elle devienne ta tutrice légale, ou du moins qu'elle ait le contrôle sur ta part d'héritage quand ils ne seront plus là. Elle monte un dossier, ma chérie. Elle a besoin de preuves que tu es dérangée. J'ai eu envie de vomir. Ce n'était plus du harcèlement scolaire attardé. C'était une tentative de me voler ma vie, ma liberté, mon autonomie. Toutes ces années où elle me traitait de folle, de sensible, d'hystérique, ce n'était pas juste des insultes. C'était la pose des fondations d'une prison. Elle ne peut pas faire ça, ai-je dit, la voix tremblante. Je suis saine d'esprit. Je gagne ma vie. C'est pour ça qu'elle est dangereuse ce soir, a insisté Bertille. Elle a besoin d'un spectacle. Elle a besoin que tu craques devant tout le monde. Ne bois rien qu'elle te donne. Tu m'entends? Rien. Je dois faire une pause ici. Imaginez une seconde, votre propre sœur essaie de vous faire passer pour folle pour vous voler votre avenir, avec la complicité aveugle de vos parents. Je sentais la panique monter, l'envie de fuir, de crier. Et vous? À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fui ce château maudit ou seriez-vous resté pour vous battre, même sans armes? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je n'étais pas seule à penser que c'était de la pure folie. À peine Bertille avait-elle fini sa phrase que je l'ai vue. Orlane descendait de l'estrade. Elle ne marchait pas, elle glissait, le tissu rouge de sa robe ondulant autour d'elle comme une mare de sang. Elle tenait une bouteille de vin à la main, un château Margaux d'une année exceptionnelle, et 2 coupes en cristal. Elle se dirigeait droit vers moi. Le bruit des conversations semblait s'estomper, remplacé par un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Elle s'est arrêtée à notre table, ignorant superbement Bertille et Amaury. Elle a posé les verres devant moi. Azalaï, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix forte et claire, conçue pour être entendue par les tables voisines. Je me sentais mal que tu sois si loin. Je voulais partager ce grand cru avec toi. Juste entre sœurs. Pour enterrer la hache de guerre? Son sourire était éblouissant. Parfait. Terrifiant. Elle a débouché la bouteille. J'ai observé ses mains. Des mains manicurées, aux ongles peints du même rouge que sa robe. Elle a versé le vin dans le premier verre,
puis dans le second. Mais il y a eu ce mouvement. C'était infime. Une fraction de seconde. Alors qu'elle tenait le goulot au-dessus de mon verre, son pouce a glissé étrangement sur le bord de la bouteille, comme si elle écrasait quelque chose. J'ai vu, ou cru voir, une fine poussière blanche tomber dans le liquide sombre avant de disparaître instantanément, avalée par le vin. À nous, a-t-elle dit en me tendant le verre. J'ai regardé le liquide pourpre. C'était la preuve que Bertie avait raison. Elle voulait une scène. Elle voulait que je perde le contrôle. Elle voulait droguer sa propre sœur pour de l'argent. J'ai levé les yeux vers elle. J'ai pris le verre. Et à ce moment précis, la peur a laissé place à une colère froide, tranchante comme un scalpel de restaurateur. Le temps semblait s'être arrêté. Orlan me surplombait, son sourire figé dans une attente impatiente. Je pouvais sentir les regards des tables voisines se tourner vers nous. La Sainte Orlan, descendant de son piédestal pour offrir le calumet de la paix à sa sœur ratée. Quelle mise en scène magnifique! J'ai pris le verre par le pied, sentant la froideur du cristal contre mes doigts moites. J'ai porté le verre à mon nez, feignant d'apprécier le bouquet. En tant que restauratrice, mon odorat est mon outil le plus précieux après mes mains. Je peux distinguer l'odeur de la colle d'os de celle de la colle de poisson, je peux sentir l'acidité destructrice dans un papier du XIXe siècle. J'ai inspiré doucement. Sous les notes boisées, de fruits noirs et d'épices du vin millésimé, il y avait autre chose. Une note discordante. Quelque chose de chimique, de crayeux. Une odeur métallique, amère, à peine perceptible pour un nez non averti, mais qui hurlait à mes sens exercés. C'était la même odeur que lors du repas de Noël dernier, juste avant que je ne m'endorme le visage dans mon assiette, suscitant l'hilarité générale. La même odeur qu'à Pâques, quand j'avais eu des vertiges si violents que j'avais dû m'allonger dans la voiture, pendant qu'Orlan racontait à tout le monde que j'étais sûrement sous antidépresseurs. Benzodiazépines. Ou peut-être des somnifères puissants écrasés. Alors, a insisté Orlan, une pointe d'agacement perçant sous sa douceur de façade. Tu ne vas pas refuser de trinquer à la santé de maman et papa? Bien sûr que non, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. À leur santé. J'ai porté le verre à mes lèvres. J'ai incliné la tête. J'ai laissé le liquide toucher ma lèvre inférieure, juste assez pour mouiller la peau, sans laisser une seule goutte entrer dans ma bouche. Puis, j'ai mimé la déglutition. Un mouvement de gorge parfait, répété mentalement 100 fois en une seconde. Délicieux, ai-je dit en reposant le verre. J'ai immédiatement saisi ma serviette en tissu blanc et j'ai tamponné mes lèvres, essuyant la trace toxique avec insistance, tout en prétendant essuyer une goutte imaginaire. Orlan m'a observé avec une intensité prédatrice. Elle attendait. Elle voulait voir mes pupilles se dilater, mes paupières s'alourdir. Je suis contente que ça te plaise, a-t-elle dit. Je retourne m'asseoir. Profite de ta soirée, tant qu'elle dure. Elle est repartie vers la table d'honneur, ses hanches ondulants, satisfaite de son petit crime parfait. Dès qu'elle a eu le dos tourné, je me suis tournée vers tante Bertille. Sous la table, sa main a serré mon genou si fort que ça en faisait mal. Tu n'as pas bu, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés de terreur. Non, ai-je répondu du bout des lèvres. Mais elle croit que si. Une idée folle, dangereuse, commençait à germer dans mon esprit. Orlan voulait une folle? Elle voulait une scène? Elle voulait prouver au monde que j'étais instable, incapable, une épave émotionnelle? Très bien. Je allais lui donner la performance de sa vie. J'ai regardé ma montre. Il fallait laisser le temps au poison d'agir. 20 minutes. Je devais attendre 20 minutes avant de lancer le deuxième acte. Pendant ces 20 minutes, j'ai mangé du pain sec pour absorber l'acidité de mon estomac noué. J'ai observé ma famille. Mon père riait, insouciant. Ma mère vérifiait son maquillage dans le reflet d'une cuillère. Ils étaient complices, par leur aveuglement, de ce qui se passait. Ils préféraient une fille problématique à soigner qu'une vérité laide à affronter. 20 minutes. J'ai commencé à laisser tomber mes épaules. J'ai cligné des yeux lentement, exagérément. J'ai laissé ma tête basculer légèrement vers l'avant, puis je me suis redressée en sursaut,
comme quelqu'un luttant contre le sommeil. À la table d'honneur, j'ai vu Orlan donner un coup de coude à ma mère et pointer discrètement dans ma direction. Ça commençait. Le piège se refermait. Sauf que cette fois, c'est moi qui tenais la poignée du mécanisme. J'ai laissé échapper un petit gémissement, assez fort pour qu'Amaury l'entende. Ça ne va pas, a-t-il demandé, plus par curiosité morbide que par inquiétude. La pièce tourne, ai-je balbutié, en mettant une main sur mon front. J'ai fait trembler mes doigts. C'était facile, je tremblais déjà de rage intérieure. Je me suis levée brusquement. Ma chaise a raclé le sol dans un bruit strident qui a fait se taire les tables environnantes. J'ai vacillé, m'agrippant à la nappe, faisant teinter l'argenterie. Azalaï. La voix d'Orlan a retenti comme un coup de fouet. Elle était déjà debout, traversant la salle avec une rapidité suspecte. Regardez-la, a-t-elle crié, attirant l'attention de toute la salle. Elle recommence. Azalaï, assieds-toi, tu nous fais honte. J'ai joué le jeu. J'ai fait un pas en avant, les jambes molles. Je ne me sens pas bien. Orlan. Ai-je pleurniché, ma voix pâteuse. Orlan est arrivé à ma hauteur, son visage affichant une fausse inquiétude tragique, parfaitement calibrée pour l'audience. Elle m'a saisi par les épaules, ses ongles s'enfonçant douloureusement dans ma chair. Tu as bu, c'est ça, a-t-elle lancé assez fort pour que mes parents entendent depuis l'estrade. Juste un verre et te voilà dans cet état? Ou alors c'est encore tes médicaments? Le mot médicament a flotté dans l'air, lourd de sous-entendus. J'ai vu ma mère se couvrir le visage de ses mains. Mon père s'est levé, rouge de colère. Bon sang, Azalaï, a tonné mon père. Tu ne peux pas te tenir, pour une fois? C'est notre anniversaire. Les rires ont commencé. Des rires nerveux, moqueurs. Elle est complètement défoncée, a ricané Amaury derrière moi. Quelle honte, a chuchoté une tante. La pauvre Sibylle, avoir une fille pareille? J'étais au centre de l'arène, lapidée par les regards de ma propre famille. La douleur était réelle, mais elle alimentait ma détermination. Aide-moi. Ai-je supplié en m'effondrant presque contre Orlan. C'était le moment clé. Le pivot. Je me suis laissé tomber lourdement contre elle, de tout mon poids. Surprise, elle a reculé, perdant l'équilibre. Dans le mouvement, ma main a, maladroitement, heurté son sac à main de luxe qu'elle tenait sous le bras, une pochette rigide dorée. La pochette est tombée au sol. Elle s'est ouverte sous l'impact. Le contenu s'est déversé sur le parquet ciré, un rouge à lèvres, un poudrier, son téléphone portable, et une petite plaquette argentée de pilules, dont 2 alvéoles étaient vides et déchirées. Le bruit de l'impact a été couvert par les exclamations, mais j'ai vu. Tante Bertie a vu. Orlan a réagi avec la vitesse d'un cobra. Elle a donné un coup de pied discret mais précis dans la plaquette de pilules, l'envoyant glisser sous la nappe de la table 15, loin des regards. Tu es vraiment un désastre ambulant, a sifflé Orlan à mon oreille, sa voix dégoulinante de haine pure, invisible pour les autres. Puis, reprenant son rôle, elle a crié, « Quelqu'un, aidez-moi à l'emmener aux toilettes. Elle va vomir. » Elle s'est baissée pour ramasser ses affaires en toute hâte. Elle a fourré son rouge à lèvres, son poudrier, et a tendu la main vers son téléphone. C'est là que mes années de restauration de livres, à manipuler des feuilles d'or d'une épaisseur de quelques microns, à recoudre des reliures millimétriques, ont pris tout leur sens. Mon propre téléphone, un iPhone 15 Pro Max avec une coque dorée identique à la sienne, un détail que j'avais noté des mois plus tôt et copié intentionnellement pour me sentir aussi bien qu'elle, était déjà dans ma main droite, caché dans les plis de ma robe. Alors qu'Orlan se relevait, pestant contre sa robe tachée par ma chute, j'ai fait semblant de l'aider à ramasser ses affaires. Pardon. Ai-je marmonné. Ma main gauche a couvert son téléphone au sol. Ma main droite a glissé le mien à la place. En un mouvement fluide, invisible, digne d'un magicien, l'échange a été fait. Orlan a saisi le téléphone au sol, le mien, et l'a fourré dans son sac sans même le regarder, trop occupé à vérifier si sa robe avait été abîmée. J'ai serré son téléphone dans ma main moite, le cachant contre ma poitrine comme si je me tenais le cœur. Je vais t'emmener,
a dit Orlan en me tirant par le bras. On va te nettoyer et on va appeler un taxi. Tu rentres chez toi. Elle voulait m'évacuer. M'isoler. Me faire disparaître avant que je ne puisse parler. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle m'avait laissé l'arme du crime. Je me suis dégagée de son emprise avec une violence soudaine qui l'a surprise. Je vais aux toilettes toute seule, ai-je bafouillé, gardant mon personnage d'ivrogne. Laisse-moi. J'ai trébuché vers la porte des toilettes dames, juste à côté. Je me suis engouffrée à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte à double tour. Le silence est retombé, lourd, seulement brisé par ma respiration saccadée. J'étais seule. J'étais en sécurité pour l'instant. J'ai regardé le téléphone dans ma main. L'écran de verrouillage s'est allumé. Une photo d'Orlan, évidemment. Elle posait avec un célèbre créateur de mode, rayonnante. Le code. Il me fallait le code. Mes mains tremblaient, non plus de comédie, mais d'adrénaline pure. Si je me trompais trop de fois, le téléphone se bloquerait. J'avais besoin d'entrer. J'ai fermé les yeux, essayant de penser comme elle. Comme une narcissique. L'anniversaire de maman? 0405, non, trop banal. Sa date de naissance? 1208, trop évident. Je me suis souvenu d'une conversation, il y a 2 ans. Elle s'était vantée pendant des heures d'avoir fait la couverture du magazine Elle Local. Elle avait dit que c'était le jour où sa vie avait vraiment commencé. C'était quand? Le 15 septembre. J'ai tapé 1509. Erreur. Mon cœur a raté un battement. Il me restait peu d'essais. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qui comptait le plus pour Orlan? Son image. Son succès. L'argent. Non, c'était plus simple. C'était elle-même. J'ai essayé 0000. Non. Puis, une illumination. Le jour où elle a été promue directrice. Elle avait fait encadrer la lettre de nomination. C'était le 1er juillet. 0107. Le petit cadenas en haut de l'écran s'est ouvert. J'ai failli laisser tomber l'appareil tant le soulagement a été violent. J'étais dedans. Je n'ai pas perdu une seconde. Je suis allé directement dans ses messages. J'ai vu un groupe de discussion épinglé en haut. Le nom du groupe était « Héritage et projet ». Les membres? Elle et un contact nommé « Maître L ». Probablement l'avocat véreux. J'ai ouvert la conversation. J'ai dû mettre ma main sur ma bouche pour étouffer un cri d'horreur. Orlan, la vieille, maman, est prête à craquer. Elle a signé la première partie des papiers. Il ne manque plus que l'incident de ce soir pour prouver l'incapacité d'Azalaï. Maître L, assurez-vous qu'il y ait des témoins. Il nous faut du tangible pour le juge des tutelles. Orlan, t'inquiète. J'ai doublé la dose de benzo dans son verre. Elle va s'écrouler avant le dessert. On appellera les pompiers, analyse toxicologique, et boum, internement d'office. Doubler la dose. Elle ne voulait pas juste m'humilier. Elle était prête à me mettre en danger physique, à risquer un arrêt respiratoire, juste pour de l'argent. Juste pour garder le contrôle. J'ai continué à faire défiler. J'ai trouvé des messages à sa meilleure amie, Fiona, envoyés il y a à peine 1 heure. Orlan, regarde ma sœur avec sa robe de souillon. J'ai tellement hâte qu'elle dégage. Papa est tellement déçu d'elle, c'est pathétique. Fiona, tu es diabolique, j'adore. Fais une vidéo quand elle bave. Les larmes me montaient aux yeux, mais elles étaient brûlantes de rage. C'était la preuve. La preuve irréfutable, écrite noir sur blanc. Soudain, on a frappé violemment à la porte. Azalaï. Ouvre cette porte. C'était la voix de mon père. Orlan dit que tu as peut-être pris des drogues. On doit appeler un médecin. Ouvre. Ils étaient là. Le piège se refermait. Orlan avait lancé la phase 2, l'intervention médicale pour officialiser mon état. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mes yeux étaient brillants, mes joues rouges. Je n'avais plus l'air d'une victime. J'avais l'air d'une guerrière prête à incendier le monde.
J'ai essuyé mon visage. J'ai serré le téléphone d'Orlan. J'arrive, papa, ai-je dit d'une voix calme, trop calme. J'arrive. J'ai déverrouillé la porte. Mon père se tenait là, l'air furieux et inquiet. Orlan était derrière lui, jouant la sœur éplorée. Mon Dieu, tu as l'air terrible, a dit Orlan. J'ai souri. Un vrai sourire, froid et tranchant. Tu n'as encore rien vu, Orlan. Je les ai écartés et je me suis dirigé vers la salle de bal. Pas vers la sortie. Vers la scène. Je suis entré dans la salle de bal d'un pas décidé. Mes talons claquaient sur le parquet avec une autorité nouvelle. Les murmures se sont tus sur mon passage. Les gens s'attendaient à me voir évacuer sur une civière, ou en larmes. Au lieu de cela, je marchais la tête haute, droit vers l'estrade où trônait l'ordinateur portable connecté au projecteur géant, qui diffusait en boucle des photos nostalgiques de mes parents jeunes. Azalaï. Qu'est-ce que tu fais? Reviens ici, a crié ma mère, horrifiée. J'ai ignoré ses cris. Je suis monté sur l'estrade. Le technicien du son m'a regardé, surpris. Excusez-moi, ai-je dit fermement. C'est pour une surprise. Une vidéo hommage de la part d'Orlan. Le technicien a haussé les épaules et s'est reculé. J'ai sorti le câble HDMI de l'ordinateur. J'ai sorti le téléphone d'Orlan. J'ai branché le câble. L'écran géant derrière moi a vacillé une seconde, passant d'une photo de mariage sépia à l'interface lumineuse d'un iPhone. Mais qu'est-ce qu'elle fait? A hurlé Orlan, sa voix montant d'une octave dans la panique. Elle commençait à comprendre. Elle se fouillait frénétiquement, cherchant son téléphone, et ne trouvant que le mien, verrouillé par face idée qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Mesdames et messieurs, ai-je dit dans le micro, ma voix résonnant dans toute la salle, amplifiée et puissante. Ma sœur Orlan m'a traité de sensible toute ma vie. Elle a dit que j'étais folle. Que j'imaginais des choses. Ce soir, elle a dit que j'étais ivre après une gorgée. La salle était pétrifiée. Un silence de mort régnait. Alors, j'ai pensé qu'il était temps de laisser Orlan parler pour elle-même. Voici ce que ma tendre sœur pense vraiment de cette famille qu'elle prétend adorer. J'ai ouvert l'application Message. J'ai cliqué sur la conversation avec Fiona. Sur l'écran géant de 4 mètres par 3, les bulles bleues sont apparues, immenses, inratables. Regarde la vieille, maman, avec sa robe. On dirait un saucisson dans du papier d'alu. J'ai envie de vomir à chaque fois qu'elle me touche. Vivement qu'elle claque. Un hoquet d'horreur a parcouru la salle. J'ai vu ma mère porter la main à sa poitrine, comme si elle avait reçu une balle. C'est faux, a hurlé Orlan en courant vers la scène. C'est un montage. Elle a piraté l'écran. J'ai continué. J'ai ouvert la conversation héritage et projet. J'ai doublé la dose de benzo. Elle va s'écrouler. Prépare les papiers de tutelle. Une fois qu'elle est internée, je vends son atelier et je récupère sa part. Cette fois, ce n'était plus de l'horreur. C'était de la stupeur. Mon père s'est laissé tomber sur sa chaise, le visage gris cendré. Orlan est arrivé au pied de l'estrade, le visage déformé par la rage et la peur. Arrête ça. Donne-moi ce téléphone. Tu es une voleuse. Elle a essayé de monter sur scène, mais tante Bertie a surgi de nulle part et s'est interposée, lui barrant la route avec une force insoupçonnée. Tu ne touches pas à un cheveu d'elle, a grondé Bertie. J'ai regardé Orlan de haut. Pour la première fois de ma vie, elle était petite. Elle était minuscule. Tu voulais que tout le monde me regarde, Orlan, ai-je demandé doucement dans le micro. Tu voulais une audience? Tu l'as. Regarde-les. Ils voient enfin qui tu es. C'est faux, a continué de crier Orlan, mais sa voix se brisait. Ce sont des faux messages. C'est de l'IA. Azalaï est une manipulatrice. Elle est jalouse de moi. Maman, papa, ne la croyez pas. Elle se tournait vers nos parents, les mains tendues, suppliantes. Mais le doute, lourd et terrible, s'était installé dans leurs yeux. De l'IA, a lancé une voix depuis la salle. C'était Maître Vianney, l'avocat de la famille, le vrai, l'honnête, pas celui des SMS.
Il s'est levé, son visage grave. Ces messages proviennent de votre numéro personnel, Orlan. Je le reconnais. Et le contenu? Mise sous tutelle? C'est une accusation gravissime. Je n'ai jamais drogué personne, a pleuré Orlan, jouant sa dernière carte, celle de la victime. Je ne ferai jamais ça. Où sont les preuves? Ce ne sont que des mots. J'ai souri. J'avais gardé le meilleur pour la fin. Tu veux des preuves visuelles, Orlan, ai-je demandé. Tante Bertille? Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Bertille a sorti son propre téléphone. Elle l'a levé bien haut. J'ai vu ton petit manège, ma nièce, a dit Bertille d'une voix forte. J'étais juste derrière toi quand tu as versé le vin. Et devine quoi? J'aime filmer les discours. J'avais déjà ma caméra allumée. J'ai débranché le téléphone d'Orlan et j'ai tendu le câble à Bertille. Elle l'a branché. Une vidéo a démarré sur l'écran géant. L'image était un peu tremblante, filmée depuis le niveau de la table, à travers des verres d'eau. Mais on voyait clairement le dos d'Orlan. On voyait sa main gauche tenir la bouteille. Et on voyait sa main droite, en gros plan, écraser une poudre blanche au-dessus de la coupe de champagne destinée à moi. On la voyait mélanger le vin avec un petit mouvement circulaire du poignet. Et le plus accablant, le son. Dans la vidéo, alors qu'elle se retournait pour venir vers moi, on l'entendait murmurer pour elle-même, un chuchotement capté par le micro du téléphone de Bertille tout proche. Bois ça, l'a raté. Et bon débarras. La vidéo s'est arrêtée sur l'image figée de son visage souriant alors qu'elle se dirigeait vers moi. Le contraste entre son sourire angélique et son acte diabolique était insoutenable. Le silence dans la salle était absolu. Puis, le chaos a éclaté. C'est un crime, a crié un oncle. Elle a empoisonné sa sœur. Appelez la police. Orlan reculait, secouant la tête, les yeux exorbités. Elle était cernée. Son masque de perfection était non seulement fissuré, il était pulvérisé. Mon père s'est levé lentement. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il a marché vers Orlan. Papa? Agent Orlan. Papa, écoute-moi, c'était juste pour l'aider, elle a besoin d'aide. Splash. Mon père a giflé Orlan. Le bruit a claqué comme un coup de feu. Ce n'était pas un geste de violence éducative, c'était un geste de dégoût pur. Tu as voulu faire interner ta sœur pour prendre notre argent, a-t-il dit, la voix tremblante de rage. Tu as insulté ta mère? Tu nous as traités de vieux séniles? Ce n'était même pas l'empoisonnement qui le blessait le plus. C'était l'atteinte à son ego. C'était les SMS moqueurs. Même dans sa chute, le narcissisme de mes parents restait leur boussole. Orlan a porté la main à sa joue, stupéfaite. Maman? A-t-elle tenté? Ma mère ne la regardait même pas. Elle pleurait silencieusement, ramassant les morceaux de verre de sa coupe brisée, comme si elle essayait de ramasser les morceaux de son illusion familiale. C'est à ce moment-là que les portes du château se sont ouvertes. 2 gendarmes sont entrés, accompagnés par le gérant du lieu qui avait l'air paniqué. Qui a appelé la gendarmerie? A demandé mon père. Moi, ai-je dit depuis l'estrade. Tous les regards se sont tournés vers moi. Azalaï. A commencé mon père, son ton changeant, devenant soudainement conciliant, presque suppliant. On peut régler ça en famille. Ne gâche pas tout. Pense à la réputation de ta sœur. Pense à nous. J'ai regardé cet homme qui m'avait ignoré toute ma vie, qui avait laissé Orlan me tourmenter, qui m'avait traité de sensible quand je pleurais de douleur. Il n'y a plus de « nous, papa », ai-je dit. Il y a une victime, et il y a une criminelle. Et ce soir, la victime arrête de se taire. Je suis descendu de l'estrade et je suis allé vers les gendarmes. Je leur ai tendu le téléphone d'Orlan, toujours déverrouillé, et j'ai désigné la plaquette de pilule que tante Bertille avait récupérée sous la table 15.
Je voudrais porter plainte pour tentative d'empoisonnement et administration de substances nuisibles avec préméditation, ai-je déclaré d'une voix claire. Orlan a hurlé quand les gendarmes lui ont passé les menottes. Elle m'a traité de tous les noms. Sorcière. Ingrate. Salope. Mais ces cris étaient comme de la musique pour mes oreilles. C'était le son de ma liberté. La fête s'est terminée non pas par un gâteau, mais par un fourgon de police aux gyrophares bleus tournoyant dans la nuit noire. Les invités se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière, fuyant le scandale, murmurant déjà les ragots qui allaient alimenter la ville pendant des mois. Je suis resté sur le perron du château, regardant la voiture de police emmener ma sœur. Ma mère était assise sur une chaise de jardin, effondrée, tandis que mon père parlait furieusement au téléphone avec un avocat pénaliste, essayant déjà de limiter la casse médiatique. Il s'est approché de moi après avoir raccroché. « Tu es contente ?» a-t-il craché. « Tu as détruit cette famille. Tu as détruit la vie de ta sœur. Tout ça pourquoi? Pour une petite vengeance ?» J'ai regardé mon père dans les yeux, vraiment regardé, pour la première fois sans chercher son approbation. Je n'ai vu qu'un vieil homme effrayé, obsédé par les apparences, incapable d'aimer ses enfants pour ce qu'ils étaient. « Non, papa », ai-je répondu doucement. Je n'ai pas détruit la famille. Elle était déjà pourrie de l'intérieur. J'ai juste donné un coup de pied dans la fourmilière. « Ne reviens jamais à la maison », a-t-il dit. « Tu n'es plus ma fille. » Je ne l'ai jamais vraiment été, n'est-ce pas? J'étais juste le faire-valoir d'Orlan. Je me suis tourné vers tante Bertille, qui m'attendait près de ma voiture. « On y va ?» a-t-elle demandé en me tendant les clés. « On y va. » Nous avons roulé dans la nuit, laissant le château et ses fantômes derrière nous. Pour la première fois de ma vie, l'air que je respirais n'était pas lourd. Il était frais. Il était pur. Il était à moi. Épilogue, 6 mois plus tard. Orlan a été condamné à de la prison avec sursis et à une obligation de soins psychiatriques. Son carrière dans les relations publiques est terminée, personne ne veut embaucher une empoisonneuse. Elle vit chez nos parents, dans une ambiance que j'imagine être un enfer quotidien de reproches mutuels. Quant à moi, j'ai bloqué leur numéro. J'ai déménagé mon atelier dans un nouvel endroit, lumineux et spacieux, grâce à l'argent que j'avais économisé, et que Orlan n'a jamais pu toucher. Tante Bertie vient prendre le thé tous les dimanches. Je restaure toujours des livres. Je prends des choses brisées, abîmées par le temps et la négligence, et je les rends belles, solides, durables. J'ai fait la même chose avec ma vie. On m'a toujours dit que j'étais trop sensible. Aujourd'hui, je sais que c'était faux. Je n'étais pas trop sensible. J'étais juste entourée de gens trop cruels. Et ma sensibilité? C'est ce qui m'a permis de sentir le poison avant qu'il ne me tue. C'est mon super pouvoir. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'était dur de la revivre, mais nécessaire. J'espère qu'elle donnera du courage à ceux qui sont encore piégés dans des relations toxiques. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop sensible. Faites confiance à votre instinct. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez un j'aime pour soutenir la justice et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et vous, avez-vous déjà coupé les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je vous lirai. À bientôt.